L'entretien que vous allez entendre aborde des sujets sensibles et potentiellement éprouvants, tels que le suicide ou les violences conjugales. Si le contenu vous affecte, des ressources d'aide sont disponibles en description. Sentez-vous libre d'en parler avec vos proches autour de vous ou en appelant le 31 14 qui est le numéro national de prévention du suicide. Si vous êtes en Balagne, vous pouvez vous adresser à moi. La personne qui témoigne ici est d'accord pour vous épauler. La mémoire du souffle. Moi, j'ai cru déjà depuis tout petite, où je l'ai vécu, que la vie est dure et lourde, dépression, et il fallait toujours se battre. Et ça a commencé apparemment quand j'étais bébé, j'avais une inflammation des poumons qui était grave. Mes parents ils m'ont mis 3 semaines sur le balcon pour que je respire. Et j'avais toute petite, je m'en rappelle pas. Ça a commencé une relation très difficile avec mon père. J'avais l'impression il m'a lâché, il m'aimait plus. Je sais jusqu'à aujourd'hui pas vraiment pourquoi. Et je suis rentrée dans le mode de rebelle. Je voulais avoir son attention, retrouver son amour. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon attention, qui allait jusqu'à là, qu'on se battu. J'avais 14 ans. J'ai dû partir ils m'ont forcé de partir de l'internat et d'aller comme en Allemagne, on a plusieurs, dans les Länder, le système scolaire est différent. Et je savais que celui-là, je vais répéter je savais que j'allais redoubler, mais c'était ma dernière année pour avoir le truc pour pouvoir finir l'école. Et je sais plus pourquoi on s'est disputé, et du coup on s'est battu. J'avais 14 ans, je suis allée avec un œil au beurre noir à l'école, mais j'étais tellement fière que je lui ai fait mal aussi, que je lui ai arraché des cheveux. On s'est battu comme des enfants à la récréation, mais sérieux. Il faut que je dise, peut-être, mon père, il travaillait d'abord au Maroc, après au Yémen, et nous, les enfants, on était à l'internat. Et à un moment donné, ça fonctionnait plus, on n'avait plus de bonnes notes, et voilà, ils ont cru que voilà, il faut sauver ça. Ils ont acheté une maison en Allemagne. Ma mère est venue pour s'occuper des enfants qui commençaient à, je sais pas comment on dit, dériver, voilà. Elle était au Maroc aussi, au Yémen, okay. Et nous, mon frère et moi, on était à l'internat. Ma sœur, elle était restée chez mes parents. Et là, mon père, il me dit, j'avais 17 ans. Bon, il faut que je suis encore responsable 1 an de toi, jusqu'à 18 ans. Si tu trouveras un travail, tu peux rester là, avec ma mère à la maison. Sinon, je t'emmène au Yémen pour finir tes 18 ans. J'ai trouvé un travail dans une fabrique où il fallait mettre des ampoules dans des cartons et bon, la relation s'est pas améliorée rien que parce que j'ai trouvé un travail. Et il me dit, bon, j'en ai marre, je t'emmène. Là, du coup, j'étais vraiment en colère parce que j'ai trouvé un travail, tout, et il m'emmène. Du coup, j'étais au Yémen, c'était une ferme. J'avais 18 ans, j'étais forcée de vivre avec mon père que j'aimais pas trop. J'avais rien à faire. J'avais un copain en Allemagne qui disait « Oh, tu me manques, je peux pas vivre sans toi ». Et puis, là, mon père, il allait aussi régulièrement dans la plaine pour son travail. Et là, je me disais « Mais c'est quoi cette vie ?» Peut-être même mes parents, mon père, il est content quand je suis plus là. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça. Et j'ai fait un essai. Bon, je suis encore là, alors il est pas réussi. J'ai fait
un suicide. Ça veut dire, je me suis ouverte les veines. Ça n'a pas fonctionné, ça fait vachement mal, ça saignait, mais ça m'a pas tué. Après, j'ai bu une bouteille de vodka, une bouteille de je sais plus quoi. Ça n'a pas fait son effet non plus. Après, j'ai dans la cuisine, on cuisinait avec du gaz. La cuisine, elle était une sorte de couloir. J'ai ouvert la bouteille de gaz, j'ai fait sortir le gaz, et j'ai allumé. Toute la maison, le toit il s'est envolé, toute l'armoire qui était elle est passée à côté de moi de 50 centimètres, elle m'a même pas emmenée. Elle a traversé le mur, la maison est foutue, et moi j'étais encore vivante. J'étais tellement furieuse, le pauvre mec qui m'a sorti de cette maison, parce que ça a fait un boom énorme, je l'ai engueulé. Le moment de l'explosion, ça a duré quelques secondes, mais le moment, j'étais tellement bien. Maintenant, je sais, il y a même des livres que les gens ils disent, il y a une sorte de lumière, et j'ai vu cette lumière, et j'ai dit, waouh, c'est génial, tu vois. Ah ouais, ça y est, je suis prête. Et du coup, c'est fini, il y a plus, et du coup, tu reviens dans la vie, t'as des douleurs, t'as l'impression, puis t'es même pas capable de te suicider, mais tu sers vraiment à rien. Et de retrouver la vie après un moment comme ça, c'était très, très dur. Je me rappelle, ils m'ont mis sur le gazon, là, dehors. J'étais brûlée partout. Et il y a mon père qui arrive, et après, j'avais l'impression, c'est aussi pour ça, parce que ça a duré quelques secondes, mais le regard de mon père, l'amour, à ce moment, parce qu'il avait peur de me perdre et tout ça, j'ai dit, ça a valu le coup, on dit comme ça. Bon, j'ai quand même détruit sa maison. Et il n'a pas compris. Le message, presque, je dirais. Bon, moi, j'étais aussi, c'était aussi contre la vie, parce que j'en avais marre de la vie. Elle était trop dure. Mais je crois, ce moment où j'ai dit tout à l'heure, ce regard qui m'a donné, c'est là que ça nous a reliés, moi en tout cas vers lui, reliés. Et j'avais plus cette profonde colère. Je me rappelle quand j'étais vraiment adolescente dans ma chambre, j'ai dit, s'il rentre là, je le tue. J'avais la haine, vraiment de la haine. Et ça, j'ai plus... Bon, après, ça a vite changé parce que je suis restée chez des amis jusqu'à ce que j'étais capable d'être transportée en Allemagne. C'était un couple qui m'a pris chez eux. Ils avaient un enfant et je crois que c'était pas facile pour eux parce que je pouvais rien faire. Il fallait tout me faire, il me fallait me laver, il fallait m'essuyer le cul, il me fallait me nourrir. Les mains, je pouvais pas utiliser mes mains. Et j'étais pas dans la joie, dans la bonne humeur. Mais ils m'ont donné tellement d'amour, ils m'ont tellement aidé, ils ont essayé de persuader mon père de pas me mettre dans une psychiatrie. Bon, ils ont pas réussi, et la relation avec eux, elle a duré jusqu'aujourd'hui. Ils habitent à Hambourg, en Allemagne, et c'est resté une relation, on se voit pas beaucoup, mais une vraie relation, une profonde relation. Occupé de moi, et mon père, après, il a décidé que je vais dans une psychiatrie fermée, où je suis restée 6 semaines, jusqu'à ce que j'ai eu le droit à ma première sortie, et puis là, je me suis barrée. Je suis allée chez mon copain, et lui, il a pris des drogues, je sais pas, et lui, il est aussi dans une psychiatrie, il est d'ailleurs jamais sorti, mais il a pris des drogues, et je sais pas, il est parti, je sais pas où, et il a commencé à détruire tout l'appartement où je m'étais enfuie parce que je voulais pas me montrer pour retourner à la psychiatrie. Alors je me suis enfuie encore une fois, j'avais un petit lapin que j'ai amené.
Et là, il m'a suivi et j'étais au-dessus d'une carrière. Et là, il était complètement illuminé. Il me dit, il a pris mon lapin, il l'a jeté de la carrière. Il voulait me jeter aussi. Et à ce moment, il y a un couple qui arrive et qui comprend très vite ce qui se passe et ils l'ont retenu. Et moi, je me suis enfuie. J'ai pas voulu savoir ce qui se passe et j'ai cherché mon lapin que j'ai enterré après. Je suis restée 2 jours là en bas de la carrière. Moi, après, à un moment donné, on a faim. Et j'avais encore une marque 60 dans ma poche. Je suis allée dans un sorte de restaurant. J'ai commandé une soupe. Et je dois avoir une tête pas possible parce que la dame, elle a appelé la police. Et à la police qui est venue me chercher. J'ai passé une nuit en prison. Après, ils ont dit, il faut qu'on vous débarque chez quelqu'un. Il faut qu'on sache que vous allez chez quelqu'un. Bon, je vais pas aller chez mes parents. Et je savais pas. Je dis, je veux aller nulle part. Vous restez ici. Alors du coup, j'ai dit, ma cousine, ils ont appelé ma cousine. Ma cousine, elle est tout de suite venue me chercher. Et j'ai vécu 2 ans chez ma cousine. Et c'est là que je voulais en revenir, l'amour, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Elle avait 3 enfants, et c'est les enfants qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée aussi. Parce que les enfants, ils ont pas regardé, mais qu'est-ce que t'as, mais pourquoi t'es comme ça? Eux, ils voulaient jouer avec moi, voilà, c'était naturel. C'est Dagmar, et on s'en fout si elle a les mains brûlées ou elle est, je sais quoi, de travers. C'est à partir de là que j'ai commencé à me construire. J'ai fait une thérapie, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait plein de trucs pour me comprendre et de comprendre pourquoi j'ai dû aller si loin à me suicider, à dire j'en ai marre de la vie. Voilà, pour comprendre et pour vivre bien avec moi et la vie. Certes, je me souhaite que ce serait passé plus doux, plus harmonieux, plus en amour. Mais apparemment, ça fait partie de ma vie. Et apparemment, j'ai besoin de ça. C'est comme ça, c'est mon chemin de vie et il fait partie de moi. Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit que c'est courageux. Moi, je trouve ça pas courageux. C'était un désespoir complet. À mon avis, sauf si c'est calculé, on dit des fois il y a des tentatives de suicide, c'est pour avoir son attention, mais on meurt pas et la personne, je sais pas si je veux rien interpréter, mais si t'as vraiment envie de mourir, t'es dans un désespoir, j'ai lu un livre, oui, il en existe, là c'est le livre Relations père et fille, et ils disent qu'on a en général 4 manières, si ça fonctionne pas, d'attirer l'attention de son père, les filles. Après, il y a des mélanges, mais les 4 principales, c'est l'intellectuel, c'est la coquette, de flirter. La 3e, c'est la rebelle. Et la 4e, c'est celle qui se fait rare, invisible. Et moi, je suis allée vers la rebelle. Et c'est peut-être possible que j'ai provoqué avec ça aussi cette pas possible, je le crois, cette violence. Parce que mon premier mari, une fois, il m'a dit, si toi t'étais pas comme ça, moi je serais pas obligée de te taper, tu vois. C'est bon, c'est facile, mais c'est Mais moi, ça m'a fait comprendre que voilà, j'avais cette colère en moi et puis j'ai essayé à travers cette colère d'avoir, c'était comment on dit, mousta, c'était ma façon que j'ai compris où j'avais l'attention. Mais bon, c'était de l'attention de violence et c'est quelque chose qui s'est ancré en moi et j'ai travaillé aussi beaucoup de comprendre. Tu peux ni changer quelqu'un et si tu es en colère, ça provoque l'autre et tu vas pas avec ça dans l'amour, avec ou pour l'autre.
Et de sortir de ce rôle, c'était un gros travail. Sortir ce rôle envers les hommes. C'est ce que j'avais. Moi, je vois que des fois, dans le couple, on est comme dans une pièce de théâtre. Chacun joue son rôle et il le joue bien et tu l'affûtes et tu deviens... Et voilà. Et moi, mon rôle vers mon père, je l'ai tellement bien joué et je crois que j'ai inconsciemment, j'avais l'impression, c'est le rôle que j'ai avec les hommes. Et ouais, c'est et ils ont eux bien joué leur rôle et comme inconscient, on se cherche les partenaires dont on a besoin pour ce rôle. Parce que j'avais pas compris, je peux pas changer l'autre. L'autre, il est agressif, il est violent, mais j'ai mon rôle là-dedans aussi. Et que c'est pas en changeant, en étant furieuse sur l'autre, en colère vers l'autre, que je change les choses. Je peux que changer quelque chose quand je me change moi-même. Mais avec les hommes, ça a beaucoup, c'était des étapes et c'était chaque fois mieux, mais c'est tellement ancré, c'est comme un vaccin, j'avais l'impression. T'es vacciné 18 ans, là, et déjà de le comprendre, ça dure, et après de dire, bon, ouais, c'est ta part. Ce que tu avais toujours projeté sur l'autre, mais t'as ta part. Regarde ta part et travaille ta part. Et ça fait vachement mal, et c'est pas facile, et c'est du boulot de dingue, et j'en suis pas encore sortie 100%. Je sais pas si je vais réussir, mais je sais que c'est un travail que j'ai envie de faire et que je vais faire toute ma vie, et je suis prête, et je vois avec l'expérience, les années maintenant que ouais, ça fait mal, mais après c'est mieux, et je me sens libérée, et j'ai fait de la place pour des choses qui poussent derrière, mais qui peuvent pas parce que je suis bloquée devant, et qui font partie de moi, qui veulent être vécues. Et j'ai vraiment, quand il y a un truc qui est parti, que j'ai compris, que j'ai travaillé, j'ai l'impression, j'ai de la place en moi, et j'ai ce sentiment de liberté, de légèreté, et c'est tellement beau. J'ai fait la thérapie, l'homéopathie m'a beaucoup aidée. J'ai fait des constellations familiales, j'ai fait du coaching, j'ai lu beaucoup de livres. Moi, j'appelle ça des outils. J'ai déjà mes rituels, je dirais, dans le quotidien. Je fais une méditation de respiration, je fais du yoga. Déjà, d'avoir ce temps le matin, la plupart du temps, je le fais le matin, d'être seule avec moi, de me concentrer sur moi, de me faire du bien. Déjà, ça m'aide. Et souvent, ce sont des petites choses. Le soir, quand je suis au lit, je suis couchée, je me dis, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui était beau dans la journée? Et de me concentrer souvent sur les belles choses. Parce que je vois, quand je regarde par exemple trop souvent, ou je regarde presque plus les infos, ou j'écoute les jeux, je sens ça m'alourdit, on peut dire ça. Et ça, je veux plus. Des fois, je me sens comme un papillon, je veux vivre comme un papillon, et c'est ça qui m'aide. De rester dans la joie, de chercher la joie, et ça je le trouve dans des petites choses. C'est juste d'embrasser une copine, de parler, d'être dans la nature, manger un bon repas, et de le faire en conscience et de l'apprécier. Et c'est ça qui me nourrit d'amour, de joie, d'envie de vivre. C'est ça pour moi la vie. J'ai connu l'autre côté, parce que la vie aussi c'est noir et blanc, yin et yang. Mais la vie est aussi une médaille, et c'est toi qui décides quel côté tu veux vivre de la médaille.
Et là, j'ai bien compris que je veux pas vivre l'autre, je veux vivre le côté joyeux. Moi, je crois que la mort et la vie, c'est comme yin et yang, noir et blanc, le jour et la nuit. Et c'est la mort, parce que j'étais confrontée plusieurs fois à la mort, qui m'a appris à vivre, à apprécier la vie et de comprendre, oui, la vie est dure des fois, la vie est chiante des fois, la vie est... Mais elle vaut le coup et j'ai trouvé à travers la mort, oui, on peut dire la vie et l'amour. Et c'est l'amour, la vie qui m'a montré l'amour. Et surtout là, maintenant, avec la nature et où j'apprécie tellement la vie et que ça fait un moment que la mort ne s'est plus manifestée. Et j'avais vraiment aussi l'impression, comme si la vie et la mort, ils discutaient ou ils voulaient décider, parce que moi j'étais pas vraiment décidée, et de dire bon alors je la prends, non attends, laisse-la encore un peu. Et là, depuis que je sais que je veux vivre et que c'est voilà, j'ai quelque chose à vivre ici, la mort, elle s'est plus, elle m'a plus, comment dire, elle est plus venue, elle m'a plus, c'est plus montré, elle a plus toc 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 tapé à la porte. Bon, je sais pas si tout le monde rencontre la mort ou à ce point. Bon, ça, à ce point non, mais j'ai quand même constaté aussi chaque fois que, bon, il y avait quelques années, il y avait les grandes inondations en Allemagne. J'ai des amis qui ont été vraiment concernés. Ils ont dit le temps, ils étaient coupés du monde, et puis il y a eu des morts, il y a des villages qui ont été arrachés avec l'eau, qu'ils ont réfléchi si remettre les villages. Ça pour dire que c'est des moments où je crois que tu es confronté à la mort, où tu as peur de la mort, que ça te réveille, les gens, et là, les amis, ils ont dit, il y a eu on peut dire une sorte de humanité, une entraide, et ils sont tellement contents d'avoir survécu, voilà, quand on est confronté à la mort, que ça te fait comprendre qu'est vraiment la vie. Ouais. C'est ça que j'ai compris avec... Mais j'ai jusqu'à présent pas compris pourquoi j'ai dû faire ce voyage, parce que j'étais tout le temps aussi confrontée à beaucoup de violence. Mon père m'a beaucoup frappée. Mon premier mari, le père de mes enfants, il m'a battue à un moment donné, aussi bagarré. Il y avait beaucoup de violence. Il a aussi eu de la violence après avec mes enfants. D'un côté, je crois que c'est cette violence qui m'a un peu aussi réveillée. Mais pourquoi j'ai eu besoin de tant de violence pour comprendre, pour me réveiller? C'est ça, d'ailleurs, j'ai pas encore vraiment compris jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est pas la peine de le comprendre, j'en sais rien, mais je comprends en tout cas que j'en veux plus de violence et que je m'éloigne de plus en plus de la violence, et j'aime tellement la vie maintenant, j'aime la joie, l'amour, c'est ça que je veux vivre, et je vois très vite les gens violents, je m'écarte, je les évite, je veux pas revivre ça. J'ai l'impression des fois même que j'ai développé comme une allergie. Tout de suite, je vois quelqu'un de violent, je me retire. Non, moi non, merci. J'ai compris ma leçon. Ma mère est décédée avant mon père. Mon père, il a vécu encore 5 ans. Et il en avait marre, il voulait mourir. Et il me disait, ouais, fais quelque chose, que je peux partir. Il était malade, il avait une polonaise
faisait le ménage, qui s'occupait de lui un peu, les médicaments et tout ça. Il lui disait, ouais, donne-moi un couteau, que je puisse me tuer. Et il disait à son neveu de lui acheter un tuyau qu'il mettrait à comment on appelle ça, la voiture, pot d'échappement. Et je lui dis, mais ça va pas, non? Tu veux pas faire ça pour ton neveu? Il sait bien que c'est, mais je lui dis pas que tu l'as acheté, mais il va bien comprendre que c'est le tuyau. J'ai dit non. Alors je sais qu'il y a en Suisse, il y a la possibilité officiellement, mais ça dure longtemps, il faut payer, il y a des médecins il y a 2 ou 3 médecins qui doivent confirmer que t'es assez malade pour pouvoir partir. Bon, il voulait pas ça. Et à la fin, après, il a eu une inflammation des poumons, il était à l'hôpital, et mes enfants, ils ont dit, bon, il est pas bien, là, il est pas bien. Et moi, je dis, bon, je viens, j'étais déjà en Corse. Et il est retourné à la maison, et la Polonaise, elle parlait pas très bien allemand, et puis il fallait faire des papiers, Alors, je suis venue en Allemagne, et il m'a même pas reconnu, il était bourré de médicaments, il était vraiment comme un zombie. Et j'ai parlé avec son médecin traitant qui a depuis 40 ans et il a enlevé déjà 7 médicaments et mon père commençait à me reconnaître. Il était dans un lit de malade là et il avait des couches, il pouvait plus se lever tout seul, aller aux toilettes tout seul et là il a dit non, ça je veux pas vivre comme ça, fais quelque chose. Et là, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé des trucs, et il existe, je sais pas vraiment comment ça s'appelle en français. Je le traduis mot par mot en Allemagne, de l'allemand, c'est jeûne à mort. C'est-à-dire, il arrête à manger, et je lui dis, j'ai parlé avec mes frères et sœurs, avec le médecin, et je lui dis, voilà, ça, c'est la seule possibilité que tu as et que je suis prête à faire pour toi parce que j'ai pas envie d'aller en prison parce que je t'ai foutu un couteau dans le corps ou j'en sais rien. Et par contre, je veux que tu me dises, maintenant, tu me regardes dans les yeux, tu me dis que tu veux le faire et que tu fais ce que je te dis, qu'on le fait ensemble. Pour moi, c'est parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de mon père, de lui dire ça et de lui demander qu'il m'écoute à moi. Et il a dit oui, fille, on fait ça. Et ça a duré 6 jours. Et après, il y a tout un protocole à respecter. Il faut après descendre, il arrête à manger. Il faut qu'il réduire de boire. Bon, je sais pas que c'est je sais que c'est pas un français. Il arrête de boire, il faut arriver qu'il boit que 30 millilitres par jour pour que les reins ne recommencent pas à travailler. Et c'est dans ces jours qu'on a réussi quand même à se réconcilier un peu et à nous retrouver et qui m'a dit, mais je t'aime. Et ça me fait encore là maintenant quelque chose. Mais j'ai dû attendre ça 58 ans. Et je me dis, mais je sais pas, peut-être c'est aussi dans notre famille ce thème avec la mort qui est fort. Et que j'ai aidé mon père à mourir et moi je dormais à côté de lui et il est mort le dimanche matin avec les cloches de 6 heures. Et moi, j'étais là, je lui tenais la main. Et je disais, je sais pas, cette mort, maintenant, je la considère presque comme une amie. Elle me montre des choses, c'est fort, c'est profond, mais apparemment, j'ai besoin de ça. Et je dis, merci. Je sens de la gratitude pour la mort qu'elle me donne cette envie de vivre. Moi, je veux être légère. Ça, je vois, la vie, elle peut être tellement lourde, de m'alléger. C'est ça que ça m'a donné cette envie. C'est vrai que ça va faire du bien de s'alléger. Je te le dis.
j'ai depuis 3 ans maintenant un terrain. Voilà, c'est dingue. Et ce terrain, c'était du maquis, je l'ai clôturé et j'ai un projet de planter des arbres, de vivre cette nature. Et à un moment, il y a Fabien qui vient parce que il me dit ouais, j'étais en train de réfléchir comment je mets ce projet en place, qu'est-ce que je mets, et puis j'avais vraiment une boule de chaos dans ma tête. Et lui, il va sur le terrain, il regarde, il me demande ça, et gna. On a un retour en haut, et il me dit, et toi, c'est quoi toi là-dedans, ton projet? Et je lui dis, ben voilà, je suis esthéticienne, masseuse, et j'aimerais bien relier la nature et le bien-être. Mais, à ce moment, je comprends que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis petite fille, avoir ou vivre dans la nature. J'avais toujours une relation très forte avec la nature. Des fois, j'ai emmerdé mes parents. J'arrivais avec un caméléon que je voulais garder. J'avais trouvé un âne, j'avais trouvé un cochon. Et je voulais toujours avec des animaux et vivre dans la nature. Et comme j'ai beaucoup déménagé, j'avais souvent des petits potagers, mais c'était jamais à moi. Tout le monde me disait, oh, la petite fille, la petite blonde, il faut lui dire comment il faut faire, ou tu peux pas faire ça, non mais ça va pas. J'ai jamais pu vivre, et ça aussi j'ai compris, ma créativité. Et là, c'est vraiment quand j'arrive sur ce terrain, déjà j'ouvre ce portail, je sens là même des émotions. Il y a quelque chose en moi qui change et j'ai l'impression que j'arrive chez moi. C'est là que la première fois que j'ai l'impression j'ai le droit de m'enraciner et d'être vraiment moi. Et c'est la nature, elle me fait comprendre des choses, c'est incroyable. C'est là que j'ai ce sentiment de je suis vraiment moi. Ça c'est génial. La mémoire du souffle. Ce podcast est écrit, enregistré, réalisé et monté par Maëlle Perrin.